CEO d'une boîte dont tu n'es pas fondateur, tu n'agis quand même pas tout à fait pareil. On ne donne pas le chiffre précis, mais on est au-dessus de 25 millions, on est 200 personnes à peu près, et on fait encore un bon 35% de croissance tous les ans. Ouais. Donc à ces tailles-là, c'est un bon rythme, quoi. C'est quand même un bon rythme, on exécute bien sur un marché qui est quand même encore qui est mature. Donc voilà, et c'est assez intéressant parce tu peux avoir plusieurs configurations de boîtes, fait des systèmes de campagne marketing temps réel pour Orange, tu vois, en fonction de ton behavior sur le site. Tu vois, on a oublié l'idée qu'un jour on pourrait sortir un truc que personne n'a fait, auquel personne n'a pensé, ça n'arrivera pas. Il y a d'autres marchés où c'est comme ça. Yes Alban, ça fait plaisir de te voir. Je sais pas si ça se voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais on est complètement trempés. Ouais, tout à fait. On est début avril, il est 10h du matin. On est quoi? On est un jeudi. Et on vient de se prendre une saucée à Paname là qui est monumentale. Mais écoute, on est en train de sécher. Ça va sécher doucement. Ouais. On parle entre nous et ça va le faire. Ça me fait hyper plaisir de te recevoir parce que je parle quand même avec beaucoup de gens de chez YouSign. Je suis moi-même client, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis ça va être une première pour moi, première fois que je reçois en fait un entrepreneur et qui est CEO d'une boîte, mais sans l'avoir cofondée. Donc ça va être quelque chose d'hyper intéressant de parler de ça. Mais on va d'abord parler un petit peu de toi parce que du coup t'as eu quand même pas mal d'aventures entrepreneuriales avant, mais on va essayer d'arriver très rapidement sur YouSign qui est quand même le sujet le plus intéressant du jour. Ça marche. Bah écoute, merci de me recevoir. Super content qu'on discute tous les deux. Moi, ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai commencé. En effet, j'ai monté ma première boîte à 19 ans, tu vois, donc ça remonte un peu. La moitié de ta vie, t'as entrepris, quoi. Exactement, ouais, avec un papa qui a beaucoup fait ça aussi, donc ça a joué dans le fait que ça démarre aussitôt, quoi. Ouais, mais vas-y, c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense que je questionne pas assez les invités sur d'où ils viennent ou quoi. Des fois, je veux pas les mettre mal à l'aise ou quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir dans quel cadre t'as grandi, quel type de famille, quel type même de CSP dans lequel t'étais. Est-ce que c'est vrai qu'en vrai ça influe vachement sur ce qu'on va devenir. Donc toi, c'était quoi? T'as grandi dans quel cadre? J'ai grandi, donc j'ai un père qui a immigré d'Algérie à 13-14 ans, qui a débarqué à Paris, qui a ensuite été en région Rhône-Alpes, à côté de Genève, et puis qui a essayé tout un tas de trucs, qui a été le premier à vendre des calculatrices, qui a monté une chaîne de pressing, enfin qui a entrepris dans un peu tout. Tu vois, sans études, mais vraiment, avec la force du poignet un peu, et qui a eu des succès, des échecs, mais j'ai, disons, baigné là-dedans tout le temps. J'ai vu quelqu'un qui essayait de monter des affaires un peu tout le temps, et donc après une période où je voulais être pro de tennis, mais ça l'a pas fait. Les ligaments croisés? Non, même pas le niveau, quoi. Ouais, ok. Le niveau. À un moment donné, à 14-15 ans, tu te dis, bon, je devrais déjà être plus loin, c'est mort, là. Mais quoi, t'as tenté les sports-études, les trucs comme ça et tout? J'ai pas fait sport-études, mais je m'entraînais beaucoup de compétitions pendant une petite dizaine d'années, on va dire. Ouais, t'es monté jusqu'à quoi? Je suis monté j'étais 15 ans. Ouais. Ce qui est déjà un excellent niveau, ouais, mais. Mal quand mais tu vois, c'est un bon niveau, mais tu sais que tu deviendras pas pro. Non. Voilà. Là, à 15 ans, il est un peu trop tard, quoi. Voilà. Normalement, je crois qu'à 15 ans, t'es censé être déjà sur les cours, nationaux, internationaux, avec tous les futurs pros, quoi, en fait, quoi. C'est ça. Et là, donc, je comprends que ça le fera pas. Je me dis, je vais pas être prof de tennis, quoi. Et l'autre voie assez simple, c'est de me dire, tiens, je vais essayer d'entreprendre. J'ai le modèle à la maison. Et ça démarre même un peu plus tôt. Tu vois, je fais des premiers business même au lycée. C'est l'époque, ça remonte, c'est l'époque des premiers graveurs, tu vois, de CD, de DVD. Je monte un business là-dedans qui marche pas mal, qui est totalement pas légal, mais qui est. Tu vendais des films sur les DVD R, DVD RW, tout ça. Ouais, là. c'est ça, films, jeux, voilà quoi. Et on le fait de façon un peu organisée dans le lycée dans lequel j'étais, avec d'autres lycées ensuite. Enfin, ça prend une petite taille, quoi, et pas mal de temps. Mais voilà, c'est des premiers essais, ça te montre un peu le mindset. T'étais Team Casa, Team Imul, t'étais quoi, toi? Ouais, Imul, ouais. Ouais, Imul, hein. Ouais. On les embrasse. Ouais, c'est ça. Ils nous ont bien bercé notre enfance et adolescence. On n'avait pas toujours le film qu'on voulait, mais on regardait quand même. Donc ouais, ça au lycée, je pars du lycée, je fais une école de commerce, et assez vite, là, je monte une boîte. Une vraie première boîte où là notre idée c'est de créer un protocole de communication sans fil pour faire communiquer les objets entre eux. C'est un truc qu'on connaît bien maintenant, ça s'appelle Bluetooth. Ouais, voilà. Donc ça n'existait pas à l'époque, et on se dit ça serait quand même chouette de pouvoir créer des objets connectés, des objets sans fil.
On crée la tech, on crée un premier produit qui était un wireless headset pour les mobiles. Mais attends, juste pour faire un petit point en arrière, parce que là, Ouais. c'est quand même ultra technique. Toi, Ouais. t'étais en école de commerce. Ouais. Alors, du coup, je comprends, du coup, l'instinct d'avoir voulu ça. Et puis, la preuve, c'était un bon instinct, puisque, bon, ils ont fait le Bluetooth, mais bon, on va spoiler, mais je pense que, du coup, Ça a pas marché, ouais. vous êtes fait un peu, code block Ouais. par le Bluetooth. Mais comment on a l'idée, enfin, comment tu trouves un co-founder et comment on se met à créer, en fait, la tech, Ouais. qui va là-dessus, quoi. Mais je pense que c'était parce qu'on était hyper jeunes et on se rendait pas compte de l'ampleur de ce qu'on essayait de faire. Mais c'est le scénario un peu classique. Je rentre de soirée avec mon meilleur pote de l'époque qui lui est designer et il bosse dans la pub. Et donc lui, il a plutôt l'idée des objets derrière et de comment les designer, et de comment faire du gadget qui est beau. Ouais. Et puis on a juste cette idée de cas d'usage ensemble. Quand on se dit, tu vois, on conduit là, ça serait cool de pouvoir téléphoner sans prendre le mobile. On a deux trois idées comme ça. Ta souris, ton clavier, enfin voilà quoi, tout ce qu'on connaît Ouais, c'est facilement ouf. aujourd'hui. Et comme on n'est pas ingénieur, on cherche des partenaires, quoi. On cherche des sous-traitants. Donc on fait le tour de pas mal de monde. On lève un peu d'argent à l'époque avec un truc qui s'appelait, c'était pas encore la BPI, c'était l'Anvar, ça s'appelait encore comme ça. Ok. On Et est en en quelle gros, année, là? on est, je sais même pas le dire, 2000, 2000 quoi. 2000, c'est possible. Ouais, 2000, je pense. Bah, C'est 2000, 2000. quoi, t'avais genre 16 ans, un truc comme ça? J'avais, on T'avais était, même pas ton bac, en fait. j'avais 19 ans, donc tu vois, je suis de 81. Ouais, bah, c'est ça, en Voilà. fait, ouais. En 2000, quoi. 2000. 2000 et ouais, et donc ouais, on cherche des partenaires techniques. On finit par les trouver, on a un peu de financement et ça passe par des dépôts de brevets, beaucoup de R&D. Et puis on finit par avoir notre tech. On fait le premier produit qui est un headset pour les mobiles. On se dit on va le vendre en OEM, donc on contacte. Tu vois, à l'époque c'était l'époque encore où les providers telco là te faisaient des packs. Tu sais, t'avais ton téléphone, puis t'avais souvent t'avais ton abonnement, puis t'avais souvent du hardware avec qui te donnait. Et Donc, donc, c'est-à-dire, par exemple. par exemple, bah, tu avais les headsets mais à fil, tu avais des coques, tu avais, Ouais, ouais. voilà, ils te donnaient toujours quelques trucs avec ton téléphone. Et donc, on va voir les SFR, les Orange, etc. Et on leur dit, bah voilà, on a ce produit-là, mettez-le dans vos packs, quoi. Parce que vous, du coup, c'est quoi comme produit, en fait? Puisqu'en fait, vous, c'est une tech, donc en fait, Nous, c'est vous avez pas de hardware, en fait, à ce moment-là. Alors, bah, si, c'est la tech d'abord. Après, le hardware d'oreillettes sans fil, on le dessine quand même. Ok. On a des unités de production. À l'époque, on fait un partenariat avec Canon, qui avait en fait des vieilles usines où ils produisaient plus les imprimantes. Ok. Ils avaient des lignes qui étaient prêtes pour faire autre chose. Ah, vous aviez été loin, quand même. Ouais, on a Ouais. on a été loin, hein. Ça a duré 3 ans cette histoire. Ok, ouais, c'était pas rien, quoi. Et donc on avait les lignes de prod qui étaient prêtes, on avait des intentions de commande. Et avant vraiment que ça se concrétise, bah, tu as l'annonce de consortium de 2000 entreprises qui lancent ensemble une technologie qui doit devenir un standard Bluetooth. C'est nativement intégré dans tous les appareils. C'est mort, quoi. Ouais. Non, mais c'est ce que j'allais te demander, en fait, qui a inventé le Bluetooth? Bah écoute, bonne question. Je sais pas. Enfin, je sais pas s'il y a une personne en particulier. Une personne ou une boîte, ouais. Ouais, mais ça a été très vite un consortium de plusieurs milliers d'entreprises, donc ils l'ont by design créé pour être un standard marché, quoi. Ouais. C'est pas parti d'une entreprise puis ça a évolué. By design, ça a été créé comme un standard, quoi. Ok. Parce Donc, que, en fait, techniquement, est-ce que c'est lourd, en fait, à développer ça? à l'époque, c'est assez lourd, ouais, parce que ce qui est compliqué, c'est le niveau de miniaturisation dont tu as besoin pour le mettre dans ce type de hardware. Ça Ouais. doit devenir très petit. Donc nous, c'est passé par tu vois, des démonstrateurs qui avaient cette taille-là, mais ça fonctionnait. Et après, l'enjeu, c'est que tu passes des années à le faire devenir comme ça, quoi. Ouais, ouais, ok, je comprends. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est très simple. Ça existe depuis longtemps maintenant, mais à l'époque, c'est un beau défi tech quand même. Ouais. Ok. C'est une fin assez triste ou bon, vous dites, bon, l'aventure était quand même cool, on était jeunes. Ouais, ça va. C'est pas si triste que ça. On y a passé du temps. On est déçus. Mais globalement, ouais, comme on est assez jeune, en tout cas moi, je sais pas trop pour mes associés à l'époque, mais moi je me dis, je trouverai autre chose, quoi. Ouais. J'ai appris, on a fait plein de trucs, c'était peut-être un peu ambitieux pour un gars de 19 ans, mais voilà, je trouverai autre chose, quoi. Parce que tu faisais tout ça en même temps que tes études. Ouais. Parce que tu faisais quoi C'est comme ça. école de Je commerce? faisais HEC à Lausanne, en Suisse. Ok. Voilà. Et puis tu vois, ça prend pas beaucoup de temps. Il se passe peut-être 1 ou 2 ans entre les deux, et à la fin de mes études, je cofonde
une boîte plus classique qui fait du service, une boîte de service. Une agence. Ouais, une agence, exactement. Et là, on fait tout un tas de projets digitaux pour des grands groupes, parce qu'à l'époque, j'habite à Genève, et tu as plein de headquarters Europe de boîtes là-bas. Et on fait des trucs assez sympas. On fait le premier e-commerce de Nespresso, où tu peux acheter les capsules et les cafetières. On fait des systèmes de campagne marketing temps réel pour Orange, tu vois, en fonction de ton behavior sur le site. On te pousse des offres. Tout ça, c'est des trucs dont on a l'habitude maintenant. Donc pareil, là, tu trouves des nouveaux associés là pour faire ça? Ou ouais. Tu le fais tout seul? Ouais. Non, on est plusieurs. Et ça va assez vite. C'est un truc assez facile parce qu'en fait, tu peux le bootstrap. Tu signes tes premiers clients, tu as vite du revenu. C'est juste que tu as juste un plafond avec ce genre de... Ouais, et t'es vite obligé de recruter de ouf, quoi. C'est ça. Donc, et s'il se passe exactement ça, en 2-3 ans, on est une quarantaine. Ouais. On fait pas mal de projets. Dès que c'est des projets plus gros, on nous les donne pas parce qu'on n'est pas une grosse boîte. Et là, on rencontre à l'époque à Genève les équipes de Capgemini. Ça commence par tiens, on n'a qu'à répondre à un appel d'offres ensemble. On le fait une fois et puis assez vite, ils nous disent écoutez, nous on est tout petit en Suisse en fait, on vient de s'établir. Ça vous dit de rejoindre le groupe, quoi. Voilà. Donc carrément, ils vous proposent de racheter l'agence. Ouais, et ils font une offre qu'on accepte. Voilà. Tu peux donner un peu de précision là-dessus. C'est quel type d'offre pour une agence à l'époque? Parce que là, on est quoi? On est au milieu des années 2000, fin des années 2000? On est là on est un peu plus tard là, on est 2010 2000. Ouais. Ah non, on doit être 2005 2006, c'est ça. Ouais. 2005 2006. Donc là, c'est quoi les ratios pour racheter une agence? C'est quoi? C'est un coef de l'EBITDA, c'est quoi? Une agence, ouais, comme ça, nous, c'était plutôt c'est 12-18 mois de CA, quoi. Ok, parce que ça c'est parce que maintenant, tu sais, maintenant les agences, c'est plutôt tu prends l'EBITDA et encore selon plein de termes, tu fais x6, x7, x8, x9, ça peut monter à x15. Et vous, c'était quoi grosso modo? Nous à l'époque, je crois on a été autour de 18 ou 24 mois de revenus, tu vois. Parce que du coup, si vous étiez 40, c'est quoi? C'est là que c'est plusieurs millions d'euros quand même. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, vous êtes bien, vous prenez un petit exit. Bah ouais, premier exit, un beau succès. Alors c'est pas encore, tu vois, un succès incroyable, mais à cette époque-là, 25-26 ans, c'est très cool. Bah tu m'étonnes. Content. Je continue à bosser avec eux parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'entrée dans un grand groupe. Il y a quasiment personne en Suisse, donc je peux continuer à faire grossir mon agence, mais j'ai plus de moyens. Je peux mettre des équipes en Inde, ce qu'on a fait. Après, j'avais 150 personnes en Inde pour faire des projets moins chers. T'as une marque, t'as un logo, et du coup, ça grandit bien. On finit par faire, quand je pars au bout de 5 ans, je crois, je reste encore avec eux quand même. Tu restes donc 5 ans, donc du coup, salarié de EY. Ouais. Non, c'était Capgemini. Ouais, pas EY. Ouais, salarié de Capgemini, en effet. Ouais, pendant 5 ans, ça a duré plus que je pensais, mais tu vois, ça a bien grossi. On était 150, 200, je pense, à la fin, avec les équipes en Inde. On faisait 30 millions à peu près de revenus. Et à l'âge que j'avais, j'apprenais beaucoup. Donc, en fait, 5 ans, c'est passé assez vite, en fait. Ouais, ok, cool. Par contre, après 5 ans, je me dis, maintenant, il faut que je retourne à l'entrepreneuriat. C'est quand même ça, mon ADN. J'ai pas trop d'idées à l'époque. Et donc, je fais un petit crochet par du M&A chez Nokia en Belgique pendant 1 an. Où on fait des deals et puis on intègre des boîtes. Pour expliquer aux gens, le M&A, c'est de l'achat de boîtes. C'est ça. Et de l'intégration. Ouais. Donc, en fait, on fait dans cette équipe 2 trucs. Ils rachètent des boîtes et il faut les intégrer correctement. Et après, il y a des projets. Nokia faisait beaucoup de R&D quand même. Et tu avais plein de trucs qui restaient dans les cartons. Et donc, on pouvait aller regarder en mode entrepreneur, regarder ce qu'il y avait dans les cartons et en faire des startups ou des projets internes, quoi. Et je sais que ça va pas durer, mais je me dis, ça va me remettre dans un mindset un peu plus créatif là, et un peu plus startup, et puis on verra. Et ça dure à peine 1 an, et j'ai une idée de boîte, et donc on rentre avec ma femme à Genève, où on avait encore un appart, et je recrée une autre boîte. Et à ce moment-là, je décide de faire une app, donc c'est le moment des apps mobiles, hein. On est 2010, quoi. Ouais, ok. Et je décide de faire une app pour découvrir des événements en temps réel autour de soi. On est plein à vouloir faire ça. Les gens se disent 2010, c'est l'iPhone 3, 4. Ouais, c'est le tout début. Hein. iPhone 4, je crois Ouais. Non, 2010, iPhone 3. Ouais, 3, je pense. Ouais. Début d'app type, pour ceux qui s'en rappellent, Foursquare.
où tu fais des check-in dans des bars. Tu peux être le roi d'un quartier, non? Il y avait pas un truc un peu C'est président? ça, ouais, tu gagnes des badges et t'as des statuts dans ton quartier. C'est le début de trucs comme Eventbrite, comme Get Your Guide, qui est gros aujourd'hui. On est pas mal à se lancer à ce moment-là sur ce truc-là, Fiverr, enfin voilà. Et ouais, avec cette idée simple de dire je devrais pouvoir ouvrir une app et savoir en temps réel ce qui se passe autour de moi, je sais pas, un DJ set, un truc, et puis pouvoir y aller. Et c'est un truc qui va durer 6 ans, ça. Ah oui, c'est ultra long. Ouais, c'est long. Ça s'appelle comment? Ça s'appelait Wingit. Ok. Comment t'écris ça? WINGT. Ok. Donc c'est improvisé, Wingit en anglais. Et ouais, ça va être une belle aventure, mais alors celle-ci, vraiment dure pendant 6 ans, quoi. Il n'y a jamais eu un moment où vraiment tu vois, où c'était tranquille et ça cartonnait. On a toujours eu du mal à trouver la bonne recette. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui l'a trouvé. Hein. C'est ce que j'allais te dire, dans les applis je pense que consumer, je pense que c'était un peu l'Eldorado que tout le monde voulait tenter. Mais quand quelqu'un te disait ça, tu avais un peu de compassion pour lui, tu disais, bon courage. T'as qu'une chance sur 10, frère. Enfin, ça va être dur, quoi. Tu vois, en vrai, c'est ça, des applis qui ont vraiment marché. J'aimerais avoir le ratio, mais franchement, si c'est 1%, c'est un max, je pense. Ouais, et tu vois, et même qui reste aujourd'hui successful, t'en as plus. Même Foursquare, ils sont montés à plusieurs centaines de millions d'users, mais ça n'existe plus. Enfin, il n'y a pas de business model, en fait. Il y a exactement pas de business model. Donc, nous, c'est ça qu'on a vécu. On a pu commencer, lever des fonds, plusieurs millions avec une thèse qui dit on a de l'audience et on la monétisera plus tard, parce qu'on pouvait encore à cette époque-là. Aujourd'hui, tu peux plus, mais à l'époque, on pouvait encore défendre qu'on avait une pique, des croissances d'audience qui étaient fortes. En soi, c'était la thèse d'un Facebook, d'un Twitter et tout de l'époque. Hein, voilà. donc, ouais. Et donc, on commence. Ouais. On commence par du contenu qui est généré par les users. Ça marche pas mal, mais on se dit on va avoir du mal à le scaler, ce truc-là. Après, on essaye d'en produire nous-mêmes, mais pareil, c'est compliqué. Et après, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ce contenu-là, il existe partout sur les réseaux sociaux. C'est juste que t'as pas l'occasion de tomber sur le bon contenu au bon moment, au bon endroit. Tu vois, il est pas géolocalisé. Tu reçois pas un tweet en fonction de là où tu te trouves. Tu peux pas suivre tout le monde. Voilà. Et donc, on finit par développer une tech qui fait ça, qui scanne ce qui se passe sur les réseaux sociaux en permanence et qui trouve le bon contenu au bon moment. Et là, ça scale vraiment bien. On monte à 200 villes, 15 pays. On a 5000, 6000 events par jour. C'est lourd. Ouais, c'est hyper. Combien d'users du coup? Ça fonctionne bien. On monte jusqu'à 10 millions d'users mensuels. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Ça marche bien, d'autant qu'on trouve un play où on s'intègre aussi à des gros médias. Donc tu vois, tu as des médias, je sais pas, un Condé Nast, de la presse, RTL et d'autres. Ils ont souvent des pages event, tu vois, des pages agenda culturel, événementiel. Ils se pluguaient à vous, quoi, en marque blanche. Ils se pluguent à nous, voilà, en API. Et puis du coup, ils ont un contenu qui arrive. Ils n'ont pas besoin de journalistes pour le créer, quoi. Et donc avec ça, on a un reach aussi bien meilleur en termes d'audience. Donc notre app plus ses intégrations, on monte à plus de 10 millions d'users mensuels. Mais même là, tu monétises rien, quoi. C'est pas du tout assez pour en faire un bon business. Ça se complète avec eux qui te payent un fee, tu vois, une souscription pour avoir ton flux de data. T'avais quoi, un coup par clic ou des trucs comme ça? T'avais comment c'était à l'époque? Ouais, alors quand on faisait t'avais des events qui étaient en promotion. Ouais. Qui était mis en avant, et là c'était un coup par clic, ouais. Et sinon ils payaient un fee mensuel à la quantité de contenu, je crois. Donc combien de villes t'avais, quel flux de contenu t'avais. Mais même avec ça, ça scale pas. Donc à l'époque on lève 5-6 millions, ce qui dans ces années-là est quand même pas mal, belles. C'était des belles séries seed et série A, on va dire. Mais on finit par jeter l'éponge parce qu'on n'arrive pas à monétiser ce truc-là, quoi. Et donc c'est quoi là? Ça part en liquidation directe? Liquide, là, ouais. On cherche un acquéreur pendant un moment, on trouve pas et on finit par. Il y a quelqu'un quand même qui reprend le fonds de commerce ou non. Au tribunal, non, même pas. Non. Parce qu'il y avait quand même une base client, il y avait une marque, il y avait quand même quelque chose qui avait de la valeur, quoi. Ouais, et c'est quand on arrête qu'on se rend compte à quel point on a plein de feedback de users, quoi, qui nous disent en fait on adorait, on utilisait, on est dégoûté que l'appli fonctionne plus. mais voilà. Et c'était pas possible de le laisser live, de laisser tourner tout seul? Non, il fallait trop de... ouais, t'as encore des coûts. L'algo qui tournait demandait pas mal impliquait des coûts assez importants, et de maintenance, et du coup, pas possible, quoi. Ok, donc là c'est long, c'est 6 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est 6 ans. Donc là, ça nous amène maintenant, de manière plus rapprochée, on est vers 2015-2016. Ouais, c'est ça, exactement. Donc des choses plus proches de nous. Et là, je finis ça en me disant, c'est bon, j'ai donné, je veux plus être entrepreneur. Enfin, je suis fatigué, en fait, après ce truc-là.
C'était assez lourd, on a galéré pendant 6 ans, donc ouais, fatigué, plus envie, et donc je me dis, je passe de l'autre côté, je passe plutôt côté VC, et je vais aider d'autres entrepreneurs maintenant, mais c'est bon, j'ai eu ma dose, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est marrant en fait dans ton parcours en fait à quel point on voit comment en fait t'as oscillé un peu des deux côtés, toujours en restant dans ce même monde, mais que pour toi en fait passer d'un côté comme de l'autre. Ouais, ça a été exact, c'est vrai. Ça a pu être jouable. Après, il faut des conditions particulières, tu vois. On reparlera de YouSign après. Mais Capgemini, ça peut faire 5 ans, mais parce qu'il y a des conditions très spécifiques. Je peux gérer mon truc un peu tout seul. T'étais un peu comme un chef de business unit Ouais, où t'avais pas besoin de rendre des comptes tous les 4 matins. C'est ça. Après, ouais. j'avais à l'époque un patron qui m'a beaucoup laissé faire aussi. Enfin, il a fallu des conditions un peu particulières pour que je perde pas l'essence de ce qu'on aime bien en général dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire être super libre, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok, donc là, tu vas faire du VC chez qui? Alors là, je cherche pendant un moment et j'ai du mal à trouver. C'est là, pour la petite histoire, je commence à connaître eFounders. On en reparlera après parce qu'ils sont assez impliqués dans YouSign. Mais voilà, j'ai des contacts avec eux, je rencontre plein de VC. Les jobs dans le monde du VC, il y en a pas tant que ça. Et à l'époque, je trouve pas tout de suite. Et je me fais appeler par des gars, des Chinois, qui sont post-série B, 100 millions. Et c'est le moment du vélo en libre service sans station. On en a vu plein dans Paris, hein, les vélos de toutes les couleurs là qui étaient sur tous les trottoirs. Voilà, ces mecs-là m'appellent, ils me disent on vient de lever 100 millions, on a 25 000 vélos dans des containers là, et on voudrait quelqu'un qui fasse tout sauf l'Asie, quoi. Nous on est là, mais pour l'Europe et peut-être d'autres pays après. D'autres là, tu fais appeler quoi par un chasseur de tête, c'est comment ça se passe? Ouais, c'est via un chasseur de tête, ouais. Et très vite je parle aux 2 fondateurs là-bas, quoi. Et je me dis bon, j'avais pas prévu ça du tout. Tu m'étonnes. Mais en vrai, ça a l'air hyper C'est une cool. opportunité rigolote quand même. Ouais, c'est ça. Ça avait un côté un peu pirate à cette époque-là parce qu'il y avait aucune régulation. Tu savais pas trop comment ce truc-là allait être encadré. Et je me dis ouais, allez, c'est super bien fundé, très entrepreneurial parce que ici en Europe, il y aura personne de toute façon. Je trouve pas côté VC, donc allez, les vieux démons, tu vois, qui te reprennent. Tu dis allez, je vais essayer ce truc-là. Et là, c'est assez fou, ça dure pas longtemps, mais le truc est assez fou. Donc, je reçois ces 25 000 vélos. Il y a une petite équipe qui est à Paris, ils sont 4 ou 5, c'est des Chinois basés ici. Et littéralement, là, je suis au cul des camions et le soir, à minuit, pour que personne le sache, quand on décide de lancer Paris, on descend les vélos, la nuit, pour pas trop que ça se voit. Ça, c'est gaulerie de ouf. Ouais, c'est assez ouf. Et le lendemain matin, le service, il est dispo. On a mis 1000 vélos ou 800 vélos dans Paris, je sais plus. On met l'app live et c'est parti, quoi. Et comment vous avez fait la com pour Et alors voilà, c'est la beauté de ce truc-là, c'est que t'en as pas besoin. En fait, les vélos, les gens les voient en fait. La com tout seul. Ouais, et là, c'est assez fou. Moi, j'ai jamais vu ça. Le décollage est hyper rapide, l'usage est hyper bon. Enfin, ça marche très très bien, sans coût marketing. Donc ça se développe bien. Et on ouvre 10 pays en moins de 18 mois, quoi. On fait plein de villes, plein de pays comme ça sur ce modèle. C'est un truc où il y a du coup un gros boulot PR donc PR, c'est les public relations, donc les relations presse. Ouais, c'est ça, tu vois, on est en permanence avec la mairie de Paris, les grandes villes à se dire en fait, est-ce qu'on veut vraiment ce service, comment est-ce qu'on l'encadre? Peut-être que je me rappelle même plus. Alors, vous êtes peut-être pas venu à Bordeaux pour faire ça, non? Je crois pas qu'on ait fait Bordeaux, nous. Ouais. Et même à Paris, je me rappelle plus de ces vélos de toutes les couleurs là. Paris, ouais, ça a duré quand même un bon moment, hein. On était 3 ou 4, quoi. T'avais O-Bike, Ofo, je crois, et Mobike. Ouais, voilà, c'était ça. Vous étiez Mobike? Nous, on était O-Bike. Ok. Ouais. Et la seule différence, en vrai, c'était les couleurs des vélos, quoi, globalement. Et ta capacité à exécuter le truc rapidement, quoi. Parce qu'en fait, plus tu maillais le territoire, plus t'avais de vélos, plus facile c'était de faire de l'acquisition. Mais après, opérationnellement, c'est hyper lourd. Parce qu'il y a quand même une logique de maintenance. Ouais, il faut que t'ailles logique de service client. Il faut que tu redéploies tes vélos tous les soirs pour les remettre aux bons endroits parce qu'en fait, ils se reconcentrent. T'as du commute et donc ils se reconcentrent au mauvais endroit. Donc il faut les redispatcher. C'était pas des vélos électriques. Dans la nuit, c'était pas des vélos électriques. Non, ok. Ou t'as pas cette logique de les faire recharger et tout. Non. On était juste la génération juste d'avant ça. Ouais. Il n'y a pas les trottinettes encore là. Et pas les trottinettes. Juste vélo, pas électrique. Il faut les maintenir. Ouais, il faut les réparer. C'est quand même pas une grande qualité de vélo, ça on le découvre après, c'est les vélos chinois, voilà.
Quand ils arrivent sur les trottoirs parisiens, ils t'ont coûté déjà très cher. Ils t'ont coûté cher en prod, mais après il faut les faire venir. Il y a des taxes, il y a des trucs de taxes anti-dumping et tout ça. Donc quand ils arrivent, il t'a déjà coûté cher. Si tu mets de côté le hardware, tu as un bon business. Mais dès que tu commences à mettre dedans l'équation hardware et sa maintenance et tout, c'est ingérable. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, quasiment personne n'a de business model autour de ça. Ouais. Dans Uber, c'est différent, c'est un complément. Et même les quelques autres boîtes qui restent, des Lime et autres, c'est compliqué. C'est à coût de centaines de millions. Ça se consolide maintenant, ils se regroupent. Enfin, c'est chaud. Le business model, il est chaud. Ouais, clairement. Mais là, c'est intéressant aussi parce que ça va expliquer mon choix YouSign. J'ai quand même une deuxième expérience dans un truc où le business model est hyper chaud. Donc, ça fait 2 à la suite où en fait, c'est assez consumer. Tu peux grossir hyper vite en user, mais derrière, tu rames vraiment pour faire un business model qui est cohérent. Et ça me reste quelque part. Et je me dis un jour, si je refais un autre truc, je fais plus ça, quoi. Je veux du B2B, quoi. Je veux un truc qui, tout de suite est solide. C'est que moi, c'est ce que je dis à tous mes potes qui sont dans le consumer, mais qui adorent, hein. Je dis, mais moi, franchement, moi, je vous admire, je sais pas comment vous faites, je serais incapable. Bah, ça a un côté, c'est cool parce que t'as du reach, t'as une marque, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Ouais, c'est dur de ouf, ouais. Ça, c'est dans combien de temps, ça, au donc bike? Ça, c'est il y a pas si longtemps. Ça dure 18 mois. Ok. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, je me fais contacter, je me fais chasser pour créer un fonds early stage et startup studio, backé par un corpo qui était le groupe Air France KLM. Ok. Il aurait pu y en avoir d'autres, mais à la base, c'était eux. Et du coup, ça me met dans le monde où je voulais être, c'est-à-dire je voulais passer côté VC. Et c'est en plus très entrepreneurial, parce qu'en gros, il faut créer le fonds, il faut créer la thèse, il faut créer le studio, avoir une petite équipe d'opérateurs, etc. Donc, on est supposé faire les deux, c'est-à-dire investir dans des boîtes très early stage et aussi créer les nôtres autour d'une thèse qui était le transport des personnes et des biens. Donc, ça peut être de la logistique, des projets logistiques, mais c'est aussi tout ce qui gravite autour du monde du transport. Donc, si tu veux, même un truc comme Wingit de l'époque pouvait rentrer dans la thèse, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais à destination quand j'ai pris un avion, par exemple. Donc, tout ce qui est loin du core business en fait d'Air France KLM à l'époque, qui sait pas trop comment l'adresser, mais qui aimerait bien le faire. Donc voilà, je me fais chasser pour ça. Je dis OK parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais faire avant. Et encore une fois, en fait, c'est vrai que c'est intéressant en fait dans ton profil, parce que c'est que ça reste en fait, ça va être un boulot salarié. Ouais. Mais c'est une fiche de poste un peu entrepreneuriale, quoi. Ouais, c'est ça. Très entrepreneurial même. Très entrepreneurial. Il y a rien. Très intrapreneurial, quoi, du coup. Ouais. Et oui et non, parce qu'en fait, c'est sorti complètement. Le seul lien qu'on a avec Air France KLM, c'est une personne du board qui porte ça. Mais tu vois, c'est pas dans les locaux, c'est dans le centre parisien, c'est une autre marque, ça. Ah oui, quand je disais intrapreneurial, c'est dans le sens où t'as un bulletin de salaire à la fin du mois. Ouais, t'as un bulletin de salaire à la fin du mois, c'est clair. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est une belle différence déjà. Ouais, c'est vrai. À l'époque, pour la petite histoire, j'ai 2 enfants en bas âge, donc ça joue un petit peu dans tes choix aussi. Ah, tu m'étonnes, ouais. Mais voilà, donc ouais, je démarre ce truc-là, on fait la thèse, on monte l'équipe, on commence à faire nos premiers invests, on monte nos premières boîtes, il se passe à peu près 2 ans. C'est quoi du coup la thèse pour trouver vos co-founders? C'est vous d'abord qui qui testez le business un peu en mode avec 2-3 bouts de ficelle en mode labo. S'il y a une traction, si vous trouvez quelques clients, vous prenez un cofondateur à côté. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. En fait, on teste des idées nous. Elles viennent de nous en général, une petite équipe au sein du studio. On teste cette idée, on a quelques devs, tu vois, on a un CTO in-house, on a des designers et tout. Tu prends un MVP, tu le lances. Puis si on voit un truc un peu intéressant, exactement, on fait venir en gros CTO, CEO. Ils prennent une part significative de la boîte. Vous leur donnez la majo? Non, à l'époque, je crois qu'on est autour de 30-40, on garde le reste. Ok. On met un petit ticket de pré-seed. Et puis, on les aide à avancer, à aller jusqu'au seed. Et au seed, ils sont censés sortir. Ok. Donc, un modèle assez proche de ce que pouvait faire. Sortir du studio. Ah oui, sortir du studio, pas eux sortir de la boîte, parce que sinon, je comprends pas. Ok. Mais assez proche d'un truc, aujourd'hui, ils ont un peu changé, mais assez proche de ce que pouvait faire un peu un eFounders à l'époque. C'est un peu la même thèse, hein. Quand là, ta phrase, j'ai l'impression d'entendre Thibaut, qui est déjà venu ici, du coup, c'est un peu comme ça qui procède, du coup, chez Exa, sur l'ensemble de leur studio, et donc, notamment eFounders qui en est un. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'à l'époque, pareil encore, je m'inspire pas mal de ce qu'ils ont fait, je leur pose des questions, c'est un peu comme ça que le lien avec eux se crée. Donc on fait ça 2 ans, ça marche bien et il se passe 2 trucs.
il se passe l'arrivée d'un nouveau PDG chez Air France KLM qui dit moi je suis là pour en faire une boîte rentable et faire du core business à fond. Donc il dit pas tout de suite que ce truc-là il veut le couper, mais on est moins sponsorisé, beaucoup moins qu'on l'était avant. Puis après il se passe un truc encore pire, c'est Covid. Et donc comment tu soutiens une thèse d'investissement sur le transport des personnes et des biens quand plus personne peut bouger, ça devient impossible. Je passe quand même presque un an, 6-8 mois à essayer de le racheter moi, ce studio. Ok. Donc prendre des financiers externes, parce qu'on a quand même des boîtes, on a des participations et tout, et ça m'embête. Et j'adore l'équipe à ce moment-là. Et ça m'ennuie humainement d'arrêter ce truc-là. Ça doit être un enfer d'acheter un truc comme ça à Air France KLM. Ouais, c'est ça. Alors, même pas, parce que sur le principe, ils auraient pu être OK. Ce qui est dur, c'est de leur financer toi. Ouais. Parce que t'es très loin de la thèse d'un fonds d'investissement classique. Tu vois, tu peux pas avoir 2% de frais de gestion. Toi, tu as un modèle où il te faut 20, quoi. Sinon, tu fais pas vivre ton équipe d'opérateurs en interne. Enfin, c'est très loin du modèle d'un fonds. En même temps, ça doit fonctionner un peu comme ça. Et c'est très dur à aller pitcher, quoi. Donc, pareil, j'en reparle beaucoup avec eFounders. Il me donne quelques idées sur comment on pourrait financer ça et essayer de le racheter. Mais très compliqué. Et pareil encore, tu vois, tu peux pas soutenir la thèse devant des futurs LP parce que tu es en plein Covid. Ouais. Tu vas pas changer la thèse, sinon il n'y a plus rien, quoi, en fait, parce que tes boîtes, elles valent plus rien. Donc, équation compliquée, mais j'essaye quand même un moment. Et ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, en fait, je me rends compte que j'ai jamais vraiment trop décidé. C'est arrivé par opportunité. Là, tu as Amaury de Exa, eFounders à l'époque, qui me dit, écoute, si ton truc, ça marche pas là avec ton studio, nous, on cherche un COO pour une boîte qui s'appelle YouSign. Et c'est COO Amaury, il fait quoi chez Exa? C'est un des partenaires. C'est l'un des cofondateurs, non? Je sais pas s'il est cofondateur, mais il est partenaire en tout cas, avec Thibaut et Quentin. Ok. Et ouais, il m'envoie ce mail là, il me dit, écoute, voilà, on a cette opportunité, si par hasard ça t'intéresse, tu me dis. Et je me revois vraiment lui répondre non. Avant de répondre non, j'efface quand même et je me dis, écoute, en vrai, là, t'as rien à faire. eFounders, ils sont bons s'ils ont investi. En général, quand ils ont une thèse autour d'une boîte, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, en fait, tu devrais peut-être creuser avant. CEO, pas cofondateur et tout, chaud, mais écoute, regarde, quoi. Ouais. Donc, finalement, je lui réponds, OK, why not, écoute, parlons-en. Je creuse le sujet de la signature et là, ça fera le lien avec ce qu'on s'est dit avant. Je me dis, ça, en fait, c'est assez cool parce que d'abord, c'est hyper simple. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin de digitaliser un process. Tu n'as pas envie de signer avec du papier ou de faire venir les gens pour faire ça. Surtout que tu n'as pas le droit, en fait, en plus. Et puis, ouais, voilà. Parfois, tu n'as pas le droit ou parfois, tu peux pas. Ah non, pardon. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de mettre la signature. Tu sais, comme on fait tous, tu sais, là, on copie-colle sur le Word et tout. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, ça, on le sait pas forcément, mais effectivement, ton scan, si tu veux le faire en digital sans un outil de signature, c'est effectivement pas légal. Je dis ça, moi, je le fais tout le temps. Quand les gens me disent, est-ce que tu peux me signer ce PDF? Tu le fais, mais en fait, t'as presque envie de lui dire PS, ça n'a aucune valeur. Valeur juridique, ouais, c'est ça. Mais, bon. Mais donc, ouais, c'est vraiment, tu réponds à un besoin très identifié. T'es pas en train de te dire, je vais créer une nouvelle catégorie de produits qui n'existe pas. Il y a un besoin clair et il y a un produit simple pour y répondre sur un marché gigantesque parce que tu sais très bien que la fin de l'histoire, c'est toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, leur industrie, elles utiliseront un outil de signature. On la connaît, la fin de l'histoire. On sait juste pas combien de temps ça va prendre, l'adoption, mais voilà. Donc, je creuse ça. Je me dis ça, c'est quand même très cool. Je rencontre Luc et Antoine qui sont les fondateurs à l'époque. On a un très, très bon contact. Le fit est très bon. Et donc, je me dis, allez, je le fais. Il y a franchement une chance sur deux que dans 2 mois, je sois plus dans la boîte parce que je sais pas comment je vais trouver ma place autour de 2 gars qui sont là depuis 7 ans, hein, parce que c'est pas un truc qu'ils ont démarré il y a 2 ans, tu vois, ça fait 7 ans qu'ils... Ouais, tu vois, je pensais même que ça... Ah oui, non, à l'époque, ça fait 7 ans. À l'époque, ça fait 7 ans. J'allais dire, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, là. Ouais, maintenant, c'est la 11e année, mais à l'époque, ça fait 7 ans. Je me dis, comment je trouve ma place là-dedans? En plus, je vais être CEO, j'ai jamais vraiment été ça. Mais bon, il y a des ingrédients qui me plaisent. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est CEO? Ouais, c'est directeur des opérations. Directeur des opérations. Et alors après, il y a autant de définitions que d'entreprises, en vrai. L'idée, c'est de venir aider les cofondateurs, les deux. J'ai pas vraiment de fiche de poste, j'ai pas d'équipe. Donc tu vois, là, je le prends pareil. Si on veut faire le parallèle, ça, c'est pas une décision que peut prendre un peu un exec de scale-up, quoi.
parce qu'il n'y a pas de fiche de poste vraiment. J'ai pas d'équipe, tu vois, donc je peux pas dire j'ai 200 personnes à gérer et tout. Et donc le vrai salarié, il est en PLS s'il a pas de fiche de poste. Ce qui est normal, hein. C'est ça. Et moi, je m'en fous à ce moment-là. Je dis juste, cette boîte, je vois qu'on peut en faire un gros truc. Il y a un potentiel et tout. J'y vais et puis voilà. Et à ce moment-là, je prends tout ce qui passe, je les aide sur tout ce que je vois, le produit, les HR, la finance, le go-to-market. Enfin voilà, je fais un peu tout. Toi, le besoin là de la création de cette fiche de poste, est-ce qu'à posteriori ils te l'ont dit? Est-ce qu'en fait déjà ils avaient un peu pour but de prendre un CEO qu'ils allaient un peu former pour prendre leur place plus tard, alors peut-être en tant que DG ou même déjà ils avaient l'idée de donner la main à un futur CEO salarié, ou est-ce que c'était plutôt ils avaient besoin d'une place de numéro 2 pour déléguer parce qu'ils en pouvaient plus? C'était quoi en fait à l'époque, il n'y a pas cette discussion même avec moi ou avec Exa de se dire il y aura une transition et il y aura un nouveau management dans quelques années. Donc c'est pas du tout dans les plans. Par contre, ils savent qu'il y a le besoin d'amener quelqu'un avec un peu plus de seniorité pour les aider à scaler, parce que ça commence à aller très vite et il y a plein de sujets sur lesquels c'est pas leur sweet spot vraiment. Ouais. Et voilà, il y a besoin de quelqu'un pour renforcer l'équipe. C'est juste ça qu'on se dit tous à ce moment-là. Et ils en sont très conscients et du coup, ils sont très, très disposés à laisser de la marge de manœuvre. Tu vois, donc j'arrive, je peux faire vraiment presque tout ce que je veux. Et c'est ça qui fait qu'au bout de 2 mois, je suis pas parti. C'est que je vois très bien que je peux avoir de l'impact, qui me laisse faire, que je découvre un truc que t'as pas quand t'es entrepreneur, c'est ou co-founder, une forme de satisfaction à avoir cet impact, à dire, tu vois, j'arrive et déjà en 3 ou 6 mois, voilà ce qui se passe. Je peux amener des trucs sur la table. Quand tu es cofondateur, c'est toi à la table, hein, en fait. Enfin, tu vois, tu n'as pas ce plaisir-là. Tu fais juste ton taf, quoi. Et tu fais progresser ta boîte. Mais là, je vois très vite que je peux amener de la valeur à l'équipe, qu'on fait des trucs qui font avancer. Et c'est assez cool en réalité. Et voilà. Et très vite, une de mes missions est de se dire, OK, quel va être par contre le plan à 3 à 5 ans pour cette boîte? Parce qu'en fait, elle se développe bien, mais la signature, c'est concurrentiel. On peut le dire, il y a un mastodonte américain en face. T'as DocuSign qui est un très grosse boîte en face. T'as plein de petits acteurs. C'est quand même assez mature déjà comme marché. Comment on veut se positionner vraiment là-dessus? C'est quoi l'avenir pour la boîte? Et est-ce qu'on peut avoir une levée de fonds liée à ça, quoi? Et donc je bosse 6 mois là-dessus. C'est là qu'on décide de se positionner vraiment sur le segment SMB, qui est pas un truc que DocuSign c'est petites et moyennes entreprises, donc entre du freelance en gros jusqu'à la boîte de 1000 personnes, le TI de 1500 personnes. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce monde-là, on a tous l'habitude, on bosse avec des Notion, des Slack, des softs comme ça qui sont très bons, très simples à utiliser, très bons en termes du UX UI, pas très cher, que tu achètes en self-service, t'as pas un sales qui vient te pitcher le truc, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose que DocuSign sait pas bien faire du tout historiquement. Et donc, on se dit, voilà, c'est là qu'on va pouvoir faire ça. On se prend un peu en modèle un Pipedrive dans le monde du CRM qui a fait une boîte de 2000 personnes en face de Salesforce avec ce play en disant, moi, je veux faire un outil simple pour les plus petites entreprises et je laisse le segment enterprise au gros. Et voilà, on prend cette décision-là. On prend la décision aussi de petit à petit de développer une gamme de produits qui va au-delà de la signature, parce qu'en fait, ça devient quand même une commodité. On en a tous hyper besoin, mais on n'est pas prêt à le payer trop cher et de moins en moins cher. Ouais. Et donc du coup, il faut que tu puisses agir sur un peu plus large sur la chaîne de valeur du contrat en fait, ou de l'exécution d'un accord, quoi. Donc on a un plan, voilà, on se dit les trucs qu'on veut lancer sur 3 à 5 ans, et on fait une série A de 30 millions, donc super succès. C'est quand ça? Sur ce play-là, c'est mai 2021. Ok, donc c'est assez récent, ouais. Ouais, c'est 3 ans, un an après mon arrivée en gros, un peu moins d'1 an après mon arrivée. Voilà, et là ça change évidemment toute la dynamique de la boîte qui avait déjà beaucoup changé à l'arrivée de Exa. Je crois encore 1 an avant mon arrivée, donc 2019. Parce on peut peut-être faire un petit historique, mais tu sais, genre en 2 minutes. Ouais. Mais grosso modo, ça là, cette boîte en fait, elle a été montée par donc 2 cofondateurs qui sont donc Luc c'est Luc Palavidino et Antoine Louiset. Ils montent ça en 2013, sortie d'école. En Normandie. Ouais, à Caen exactement. C'est 2 ingénieurs et c'est leur projet de fin d'études, comme il y a souvent. Et ils font leur projet de fin d'études là-dessus et ils décident de prolonger, quoi, et d'en faire vraiment une entreprise avec cette idée de
démocratiser l'usage de la signature, parce qu'à l'époque, quand même, il y a 10 ans ou 11 ans, ça reste une tech plus qu'un produit, quoi. C'est vraiment pas user-friendly, c'est quelques grosses boîtes qui l'utilisent, c'est là où est DocuSign à l'époque. C'est pas du tout, le marché est pas du tout évangélisé. Tu signes encore majoritairement en papier, t'as pas l'impression que ça aura une valeur légale si tu le fais en digital. Mais voilà, il se lance et pendant, on va dire, de 2013 à 2019, en gros, qui sera l'arrivée d'Exa, ils ont une trajectoire de PME qui fonctionne bien, pas vraiment de scale-up quand même. Ça a pas ce C'est vrai qu'il y a une croissance, mais pas exponentielle. Pas exponentielle. Et puis ça prend du temps, quoi, hein, de se développer. Ça prend du temps pour évangéliser le marché. Donc, non seulement à l'époque, ils se battent contre DocuSign sur le peu de marché qui est évangélisé, mais c'est le plus gros challenge, surtout que les gens, ils ont pas envie de passer à la signature électronique. C'est pas un enjeu à ce moment-là. Enfin, tu vois, il y a rien qui les drive vraiment pour dématérialiser ce sujet-là avant un autre, quoi. Ouais. Donc ça explique ça. Ils prennent des VC à l'époque, ils font une levée de 3 millions, je crois, au milieu, qui sont pas des top VC non plus. Ils ont un associé à l'époque avec qui ça se passe pas très bien, qui est l'associé un peu business de la bande. Eux, c'est deux ingénieurs. Et là, ils rencontrent Exa, voilà, qui les aide beaucoup. Exa qui depuis très longtemps. Exa, qui s'appelait encore eFounders à l'époque. eFounders qui deviendra Exa. Eux, ça fait longtemps qu'ils se disent la signature électronique, on veut en faire une boîte. Par contre, ce qu'il faut savoir, on s'en doute pas, mais il y a des barrières à l'entrée assez fortes en fait. Pour créer une signature électronique qui a une valeur probante, il faut être certifié. Ouais. Et c'est assez compliqué, c'est assez. Et ça, Usain l'a fait. Voilà. Et en fait, grosso modo, Thibaut et eFounders, ils ont pas envie de le faire dans leur studio. En fait, ils se disent, voilà, il y a deux options. Soit en fait, on le fait. En fait, c'est ça, hein, pour redonner un petit peu aussi la thèse de Thibaut Elzière avec Exa et eFounders, c'est qu'en fait, eux, ils voient des problèmes en interne, ils veulent les régler, et après ils se disent bon en fait, c'est une bonne solution. Pourquoi on n'en ferait pas une boîte, quoi. Ouais, exactement. Et donc en fait, ils voulaient régler ce problème pour eux. Et là, en fait, ils se disent il y a ces mecs là qui sont là, ces deux ingés là qui ont fait Usign ou quoi. Et là, en fait, ils vont se rencontrer, ils vont se dire bon, de toute façon, il y a deux options, soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait soit vous envisagez que l'aventure puisse se faire avec nous, quoi. Exactement. Et si tu veux le faire toi-même, franchement, t'en as pour 2 ans. Parce qu'en fait, tu as de la tech à bâtir, faut tes propres infrastructures. Et après, tu as un temps de certification par l'État qui est de au moins 1 an. Et donc, ils voient ça, ils disent on a meilleur temps de parler à Luc et Antoine. Luc et Antoine, pour eux, c'est le bon moment parce que c'est un peu difficile. Les invests sont pas terribles. Il y a des conflits avec leurs associés. Ça n'a pas forcément la dynamique de croissance idéale pour eux. Oui, il y avait gros problème avec justement avec le fonds. Moi, j'avais écouté un podcast de Luc, je crois. Ouais, c'était hyper compliqué. Donc du coup, en fait, Exa sort les investisseurs Ils font un travail de fonds de private equity vraiment. Donc ils nettoient effectivement toute la cap table. Ils sortent les investisseurs historiques. Ils sortent l'associé avec qui Luc et Antoine avaient plus de bonnes relations et avec qui ça fonctionnait plus très bien. Et puis, ils ramènent pas mal de choses qui viennent de leur monde, c'est-à-dire ils transforment ça en SaaS, parce que c'est pas du SaaS à l'époque Usign, donc c'est pas de la souscription, c'est à l'usage, c'est pas des abonnements. Et puis, ils amènent cet ADN de produit avec une super UX UI pour le segment SMB, c'est quand même la marque de fabrique de toutes les boîtes eFounders. Donc, ils amènent cet ADN-là, et ils se lancent dans la refonte du produit, une segmentation un peu différente et puis l'ouverture à l'international juste quand j'arrive. Ils disent à Luc et Antoine, faut que tu essayes d'aller en Allemagne, en Italie, etc. Il leur conseille aussi de faire rentrer un CEO pour muscler un peu la leadership team et puis les aider à scaler, quoi. Voilà. Ok, donc voilà, on a fait ce petit flashback. Ouais. Du coup, revenons à quand toi tu es là, la levée de fonds se fait. Donc là, en plus, même temps que toi, ça fait 1 an que t'es là. Ça fait à peu près 1 an, ouais, c'est ça. Donc là, on rentre comme dans une nouvelle dimension, sachant que 30 millions, c'est quand même une somme. Même pour l'époque. C'est une belle levée, très belle levée. Donc là, ça veut dire que vous avez un runway de au moins 3 ans, vous savez ce que vous allez faire, quoi. Ouais, exactement. On a le plan à 3 ans, on sait très bien ce qu'on veut faire. On fait rentrer, au-delà de Exa, qui participe au tour, mais un super fonds d'investissement qui s'appelle Lead Edge Capital, un fonds US. Là, ouais, évidemment, les ambitions, elles sont un peu différentes. Tu passes un peu dans la ligue du dessus. Et voilà, il faut essayer de grandir vite. Donc, on passe assez vite de 30-35 personnes à l'époque
à presque 200 maintenant. Ouais, ça commence à être balèze 200. Ouais, un peu moins à l'époque, mais on fait rentrer une centaine de personnes très vite. On ouvre l'Allemagne, l'Italie, donc on passe aussi d'une boîte entièrement française à une boîte qui commence à avoir des gens, des purs Allemands, Italiens. On a des gens après un peu partout, en Irlande, etc. Vous avez toujours le siège en Normandie? On a toujours, le headquarter est toujours à Caen, ouais. Après, Et il y a des bureaux à Paris? Les plus gros bureaux sont à Paris, ouais. Ok. Ouais, donc ça se divise entre une dizaine de personnes à Caen maintenant, le gros à Paris et une bonne partie full remote. Toute la tech est remote. Ouais, classique. Donc ouais, là, la boîte, elle change un peu elle est obligée de changer un peu d'ADN. Elle passe de une boîte, une belle histoire entre copains, quasiment, mais vraiment la belle histoire, à une scale-up quoi, qui doit assurer un taux de croissance, qui doit s'imposer sur son marché, qui ouvre des nouvelles géographies, qui onboard 150 personnes de nationalités différentes. Tu lances des nouveaux produits, donc en gros tu passes de monomarché, monoproduit à des multiples marchés, des multiples produits. Donc ça change beaucoup, ça commence à changer beaucoup la culture de la boîte, ouais. Et justement, c'est la transition elle est parfaite parce que ma prochaine question elle concerne un peu la culture. Parce que du coup, c'est particulier pour une boîte qui est comme YouSign, donc qui a un peu plus de 10 ans. Donc comme on l'a dit, qui a eu, on va dire presque 3 histoires en fait, 4 histoires. C'est quoi la culture de YouSign aujourd'hui? Comment elle évolue? Et toi, alors, en tant que CEO, comment t'en es un peu le garant de ça? Ouais, c'est exactement. C'est vrai que c'est un animal un peu particulier, YouSign, parce qu'en réalité, une scale-up classique, normalement, à ce stade-là, elle a 3-4 ans. Et donc, t'as pas eu le temps t'as pas une culture, enfin, elle peut être forte la culture, mais elle est sur une période assez courte. Donc, tu peux la modeler un peu plus facilement. T'as pas forcément de legacy qui soit tech, mais il peut être, t'as legacy sur plein de formes différentes. Là, t'as des gens en proportion significative qui peuvent être là depuis 6, 7, 8 ans, nous, qui ont tout un historique. Et ça, tu te dois de le garder, de le respecter et de l'intégrer pour autant dans une deuxième vie qui est de la forte croissance, 150 personnes qui, là, eux, sont là depuis 12 mois ou parfois moins ou 6 mois. Et donc, il a fallu qu'on fasse cet exercice. Donc, on a refait un travail sur notre culture, nos valeurs en se disant comment est-ce qu'on peut intégrer, garder ce qu'on avait d'avant, mais quand même être capable d'amener des nouveaux éléments parce qu'il faut s'adapter à ce qui est en train d'arriver. Et donc, ça s'est traduit par quelque chose où on a globalement gardé presque la moitié, 2/3 des valeurs qu'on avait avant, qui avaient été écrites par les fondateurs avant. Oui, donc il y avait eu ce travail de manifesto et un peu de culture book qui avait été fait avant. On le formalise, on garde pas mal de choses il n'est pas forcément formalisé, mais il est assez présent. Il y a des trucs très présents déjà dans la boîte, par exemple la culture de la transparence, qui est un vrai truc de YouSign depuis le début, que Luc et Antoine voulaient, qu'on a gardé, qui est toujours hyper fort, mais on le formalise quand même, donc on prend le temps. C'est quoi par exemple? Ouais, c'est par exemple, tu vois, t'as accès, toute la boîte a accès à toutes les datas de l'entreprise, sans exception, ils ont le même niveau d'information que moi. Ils peuvent avoir le bilan, le cash en banque, tout. Ils ont le montant du cash en banque, le bilan, tout, et ils l'ont en temps réel. Donc ça évite, tu vois, il n'y a pas de bruit de couloir, il n'y a pas de est-ce que la boîte va bien, pas bien, ils ont accès à tout ça. Tu as tous les salaires de tout le monde qui correspondent à une grille précise, donc tu sais pourquoi tu as ce salaire et normalement c'est le même que quelqu'un dans un autre pays ou que voilà. Tu as ma rémunération aussi, enfin tu as celle de tout le monde, donc c'est très transparent. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est très lié à la quantité d'informations à laquelle tu as accès. Donc ça, on a gardé d'autres choses aussi. Par contre, on a amené des nouveaux éléments comme la diversité et l'inclusion. Alors, parce que c'est devenu très vite important. On s'est dit, en fait, on est une boîte franco-française. Bah ouais, les premiers Allemands qui sont arrivés ou les premiers Italiens, les pauvres, c'était pas facile, quoi. Hein. Donc il y a la transition de la langue. Ok, très vite tu dis, la langue maintenant c'est l'anglais, c'est plus le français. Ça, c'est relativement facile. Ça fait grincer des dents, mais c'est facile. C'est-à-dire que toute votre communication en interne est en anglais. Ouais, tous les HollAnds, tous les meetings. Demain, tu fais un quarter meeting, tu vas parler en anglais. Ouais. Ok, à tout le monde. À tout le monde.
Ok, et juste pour revenir à faire un tout petit peu en arrière, par rapport à cette transparence de l'information, il la trouve où? C'est sur un Notion, c'est sur un intranet, c'est quoi? C'est ouais, exactement. C'est Notion et puis un Google Sheet, quoi. Ok, tout simplement. Ok. Ouais. Et donc ouais, T'étais à l'anglais, ouais. Ouais, voilà, ouais, exactement. Donc ça, c'est le côté à peu près facile, même si c'est compliqué parce que t'as des gens pour qui c'est plus dur que d'autres, mais le côté plus dur, c'est de vraiment intégrer les autres dans cette culture d'entreprise. Donc, tu vois, si t'es à la machine à café et que t'es en train de discuter et que t'as un Allemand ou un Italien, bah ouais, le réflexe classique, c'est que tu continues ta conversation en français, il comprend rien. Et c'est dur. Donc, on leur a donné cet exemple. On a dit, imaginez que vous débarquez dans une boîte allemande à Berlin. Il y a que des Allemands, vous êtes le seul Français. Ouais, c'est chaud, quoi. Et vous allez attendre des autres qui comprennent ça et qui l'intègrent et puis qui vous facilitent la vie, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est une valeur supplémentaire qu'on a intégrée pour dire faites un effort parce que maintenant, il y a des Allemands, des Italiens, demain, il y aura peut-être des Espagnols et il faut changer de mindset global. C'est pas que passer à l'anglais. Et ça marche bien. Maintenant, c'est fait au bout de 2 ans. Là, on l'a passé. Voilà, on a mis des notions d'ambition, de performance un peu plus fortes parce que certes, on a des VC, mais il n'y a pas que ça. C'est un marché qui se consolide beaucoup, la signature électronique, et on sait qu'il restera qu'un ou deux acteurs sous DocuSign dans assez peu d'années. Et donc, il faut qu'on soit gros vite, on n'a pas le choix. Donc, il y a des logiques de M&A là, avec l'enveloppe que vous avez? Ça pourrait, ouais. On a racheté une petite boîte en 2022 que pour le produit, pas pour le portefeuille de clients. Mais on regarde activement. C'est pas évident, mais c'est pas un Noker prioritaire. Non, on regarde. Ça l'était plus prioritaire il y a quelques temps. Ça l'est devenu moins parce qu'après avoir scanné le marché, en fait, on n'a pas la chance. Il y en a qui l'ont de pouvoir dire il y a le YouSign allemand et ça va être très facile. Je vais récupérer YouSign allemand. Du coup, j'ai 2 pays. Il y a pas ça. Il y a pas ça. C'est-à-dire que les Allemands, ils étaient DocuSign en fait. Ouais. C'est ça. Et en Italie, par exemple, il n'y a pas de YouSign non plus. Là, c'est des players legacy. C'est des vieux players qui ont plein de softwares différents, dont de la signature. Ok. Voilà. Il y avait un YouSign espagnol. Et lui, il a déjà été racheté par un fonds de private equity qui, du coup, est en train de racheter des boîtes et de l'émerger. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, il y a un troisième acteur dans le game. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, tu as c'est-à-dire que vous regardez devant, mais vous regardez derrière aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on sait qu'on doit être gros vite. Maintenant, comme on exécute très bien, on grandit plus vite que ces acteurs-là qui font du M&A. C'est des gens qui grandissent à 15% par an. On fait du 30 à 35. Ouais. On est plus dans un monde venture, nous. Donc, on se dit, continuons là-dessus. Tant qu'on grandit plus vite que eux, c'est mieux. Ouais. Mais on sait qu'on doit être gros vite. En fait, l'option d'être une belle PME qui grandit bien, franchement, c'est tout à fait louable. Il n'y a pas de sujet. C'est juste nous, on peut pas. Parce que sinon, on sait très bien qu'on sera écrasé par une concurrence dans pas longtemps. Aujourd'hui, on est dans le devant du peloton, donc c'est OK, mais on est obligé de continuer à grandir vite. Donc voilà, on a changé un peu quelques briques de la culture et puis on en a gardé d'autres. Donc tout l'enjeu en CEO maintenant, c'est d'essayer de bien concilier ce qu'a fait l'ADN et le succès de YouSign pendant quand même 7 ans. Tu peux pas tout jeter, ça serait une erreur. Il y a plein de choses très très bien qu'on doit garder. Et d'un autre côté, ça serait une erreur de pas changer des choses non plus, parce qu'il y avait quand même des raisons. Et ça change de toute façon. Ça change, tout ton environnement change. Et puis tu avais quand même des raisons pour lesquelles, il y a des sujets qu'on fait qu'on a gagné 15 points de croissance, quoi. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi toute la manière dont on gère après la boîte au quotidien, quoi. Et vous parlez justement avec ces concurrents qui sont devant ou derrière? Ouais, on se parle assez régulièrement quand même, on se connaît assez bien. Non mais sans rentrer dans des choses qui sont confidentielles, mais ça prend quelle forme? Ça, en gros, on se parle sur notre vision de ce marché-là, comment on a l'impression qu'il évolue, vers quoi il va. On peut benchmarker un peu nos chiffres aussi, tu vois, pour se dire comment est-ce qu'on fonctionne. Donc c'est assez open en vrai. Ouais. Hein. Quand on entretient des relations comme ça avec ses concurrents, ça veut dire qu'on met pas de côté le fait qu'un jour ça puisse merger entre les deux. Parce qu'en fait, quand on parle de moi je parle de YouSign à tout le monde que j'adore, tu vois. J'ai mes petits chouchous comme ça dans mes softwares et à chaque fois que j'en parle, les gens me disent un jour DocuSign va bien les prendre pour avoir l'Europe, quoi, grosso modo. Ou est-ce que vous, c'est plutôt de dire non, de toute façon on mergera jamais avec eux et nous on veut être le géant européen. Ouais.
En fait, alors avec les acteurs qui sont un peu comme nous, qui sont dans cette bagarre pour être le gros acteur européen. Donc c'est deux boîtes. T'en as une dans les Nordics qui est Scrive et puis t'as Signaturite en Espagne qui est détenue par Providence. En fait, avec eux, il pourrait y avoir ces logiques de merge. Je pense que c'est de moins en moins une hypothèse pour nous parce qu'en fait, on grandit mieux et plus vite seul. On a une vision très claire de comment on veut le faire. Et on a eu du mal à s'aligner sur cette vision-là. Et puis potentiellement, ça peut vous défocus, parce que acheter une boîte et l'intégrer, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est ça. Surtout à ces tailles-là, on parle quand même de boîtes qui font 250, 300 personnes. Ça se fait pas comme ça. Et après, il y a la logique de est-ce qu'un jour YouSign peut être repris par un acteur, par un stratégique, un industriel. DocuSign pourrait en faire partie, mais il y en a plein d'autres. Peut-être, mais aujourd'hui, je pense qu'on a au moins on a 3-4 ans devant nous où c'est vraiment pas un sujet. On grandit très bien, on exécute très bien, on capte de la valeur. Donc, on a plutôt envie d'abord de dire, OK, YouSign, c'est le géant européen qui fait 100-120 millions d'ARR sur le sujet on va dire, de l'automatisation des contrats de façon un peu plus large que juste la signature. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura du mal à passer la main, quoi. Ok. Du coup là, désolé pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube ou sur Spotify, il va y avoir un petit cut parce qu'il y a eu un petit souci de son, mais du coup on reprend. Et du coup j'étais en train de te poser la question. Dans tout ça, en fait, à quel moment, en fait, toi, t'es devenu du coup CEO? Comment ça s'est fait? En fait, quelles ont été un peu les discussions que t'as eues avec les deux cofondateurs? Enfin, comment ça s'est passé, quoi, grosso modo? Ça a été une transition assez longue, en fait. Ça s'est fait sur à peu près 18 mois. En fait, après mes premiers 12 mois, il se passe un premier élément. On fait rentrer 2 autres personnes au COMEX, on va dire, leadership team de YouSign. Donc, c'est ceux qui vont devenir les CTO et CPO de l'entreprise. Donc, CTO, c'est vraiment celui qui gère en toute la tech et le produit. Et CPO, c'est le produit. Voilà. Et il commence à travailler avec nous. Et là, je pense qu'il y a à ce moment-là une première réflexion qui arrive dans la tête d'Antoine, qui est le cofondateur qui était tech. Alors ils étaient les deux tech, mais ils s'étaient répartis. Il était le CTO, CPO de la boîte, qui se dit en fait quel va être mon rôle avec ces 2 personnes qui arrivent, qui sont très seniors et qui en fait devraient avoir ces rôles-là. À ce moment-là, il a son premier enfant. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'il bosse pour YouSign, qu'il a eu des moments durs. Et donc, je pense qu'il commence à se dire, est-ce que c'est pas un bon moment quand même pour passer la main? Parce qu'on serait pas sur une fin de cycle, en fait, quoi. Exactement. Il se passe pas mal de choses que j'aime moins aussi. Les deux le diront. En fait, c'est plus la start-up entre potes et tout. Il y a 200 personnes. Il y a beaucoup de sujets de scale, d'organisation, etc. Ça me botte moins, en fait. Donc là, tu parles toujours là pour Antoine, l'un des cofondateurs. Et je crois que c'est un peu comme ça que c'est arrivé pour Luc. C'est-à-dire, du coup, Antoine en parle à Luc, qui était donc le CEO à l'époque. Et il dit, est-ce que tu penses pas que c'est un peu la même chose pour toi en vrai? Est-ce que Alban, c'est pas le rôle qu'il devrait avoir? Au fil des discussions, pareil pour lui qui va avoir son premier enfant. Il se passe exactement la même chose. Et Luc commence à se dire, ouais, c'est possible que ce soit le cas. Et je suis plus convaincu d'être le meilleur CEO pour la boîte, en fait, ouais. Au moment où on en est. Voilà. Et donc, les discussions se font comme ça, de façon hyper ouverte et hyper sereine, avec le board aussi, qui était pas mal impliqué. Et donc, on fait la transition d'abord de Antoine, qui dit, moi, je vais être juste board member, je participerai à la strat, mais je vais plus être opérationnel. Donc Antoine, c'était plutôt celui qui était plutôt CTO, CPO. CTO, voilà. Et donc, c'est Christopher et Nicolas qui reprennent son rôle en tant que CPO et CTO. Et puis, avec Luc, on a une phase transitoire de 6 mois en co-CEO. Mais on savait à ce moment-là que ça serait transitoire. On en a parlé tous les deux à un moment donné, où on s'est dit, est-ce que ça serait pas bien de rester co-CEO? Et moi, j'y crois pas du tout. Enfin, je sais pas comment ça peut fonctionner, ça. Voilà. Qui fait quoi? Comment ça se décide?
Enfin, c'est très compliqué. Dans le business, les choses hybrides, en général, ça peut ressembler à une bonne idée au début, mais sur le long terme, c'en est jamais une. Il y a des boîtes où il y a des co-CEO, mais j'arrive pas à me dire comment ça peut fonctionner correctement. Par contre, pour une période transitoire, surtout avec une boîte qui avait autant d'années d'historique, c'était plutôt intelligent. Donc, on l'a fait comme ça, en se disant, on se laisse 6 mois. Et puis, ensuite, on fait la transition. Donc on a fait 6 mois comme ça et en janvier 2023, il passe chairman et moi je passe CEO. C'est-à-dire que là, les 2 cofondateurs sont plus du tout opérationnels. Non, ils viennent plus au bureau. C'est ça. Ils sont au board. Ils ont gardé leur part. Ils ont gardé leur part. Il n'y a pas de sortie ou quoi. Non, ils sont encore là. Ils font les boards avec nous. Ils amènent toujours en termes de strat, mais ils sont plus opérationnels. Et tu sais ce qu'ils vont faire maintenant ? Alors pas vraiment. Enfin, je sais qu'il remonte des choses. Antoine, il est assez actif en tant que BA sur des sujets à impact. Pourquoi ça veut dire qu'ils ont quand même cash out une partie quand même ? Ils ont fait un peu de cash out en série A, ouais. Ok. Donc il fait pas mal ça. Je sais pas s'il va monter un truc. Luc, je sais qu'il a un projet, ouais. Ok. Donc pas le spoiler, mais je sais. On va suivre ça alors. Je sais qu'il a un projet. Il veut remonter quelque chose, ouais. Ok, trop cool. Bah en plus c'est ce qu'on était en train de parler de ça un peu pendant ce petit moment de bug, ouais. C'est de se dire que ça, que la vie pro en fait en soi, en mode où t'es en pleine forme et tout, c'est quoi, c'est une 30aine d'années. Donc c'est vrai que quand t'arrives à un cycle de 10 ans, tu te dis avoir 3 aventures dans sa vie, c'est pas mal quoi. C'est vrai. Après il y en a qui sont ok à avoir une seule et même aventure, même si maintenant je pense que ça arrive très peu quoi. Ouais. Sauf si t'as créé Facebook ou un truc comme ça ou quoi. Maintenant, quand même, les cycles de 10 ans, c'est un peu un max, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je pense pour eux, ça a été quand même difficile parce que c'était leur bébé, hein, et après 7-8 ans, t'es clairement attaché. Puis ils ont eu des périodes difficiles, hein, ils ont eu beaucoup de résilience. Mais voilà, c'était un mix de effectivement un cycle. Parfois, t'as ta vie perso qui évolue à ce moment-là. Et puis, t'as le sujet, et ça, je pense que c'est une vraie intelligence, c'est être parfois capable dans ta boîte de dire, sur ce job, je suis plus forcément le meilleur. Il y a des gens qui pourront faire mieux que moi. Et si tu vois l'intérêt de ta boîte avant, tu as tendance à dire, OK, je laisse les clés de ça, puis moi, je peux apporter autre chose peut-être. Mais là, c'est peut-être plus moi le meilleur, quoi. Ouais, clairement. Donc du coup, tu prends les rênes définitivement seul, ouais. Il y a maintenant 1 an. Voilà, janvier 2023. Donc, ouais. Là, aujourd'hui, on est en avril 2024 quand on tourne. Donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. C'est pas bizarre au début ? Ou est-ce que non, toi t'étais prêt et comme t'as eu cette période un peu transitoire de co-CEO et puis par rapport aux valeurs dont tu me parlais de la boîte, je suppose que vous aviez pareil dit tout ça en toute transparence à l'ensemble de la boîte, donc ça c'est passé comme une lettre à la poste ou ça a été quand même quelque chose ? Alors assez facilement, ouais, parce que comme tu le dis, ça a été une transition progressive, donc comme ça faisait 3 ans que j'étais dans la boîte, que petit à petit on avait fait CEO, co-CEO, etc. C'était assez facile. Maintenant, c'est quand même différent parce que à un moment donné tu as quand même switché, tu as effectivement les rênes de façon plus libre et puis tu es tout seul à la barre. Donc mais du coup je retrouve des réflexes un peu plus proches de choses que j'avais avant quand j'étais moi fondateur. J'ai souvent été solo founder en plus de mes boîtes. Ça commence à ressembler un peu plus à des sentiments que j'avais. Mais après, il y a des choses intéressantes. Du coup, tu n'es quand même pas fondateur de la boîte. Et donc, j'en ai parlé un petit peu. En fait, CEO d'une boîte dont tu n'es pas fondateur, tu n'agis quand même pas tout à fait pareil. Donc, c'est devenu clairement mon bébé aussi. Il n'y a pas de sujet. J'ai un attachement hyper fort maintenant à YouSign. Mais c'est moins émotionnel, moins charnel que quand c'était ma boîte. Et donc, ça peut te permettre de prendre des décisions que tu aurais beaucoup plus de mal à prendre, ou que dans ma carrière avant, j'ai eu beaucoup plus de mal à prendre quand c'était ma boîte à l'origine. Okay. Donc typiquement, je sais pas, quand tu dois remettre en cause ta mission de base, te dire que en fait c'est peut-être pas ce marché-là que tu aurais dû targeter, tu vois, des trucs un peu fondamentaux, que tu dois modifier ta culture, ou que tu as une vue un peu plus froide là-dessus, et ça te dérange pas de dire en fait peut-être que le prisme d'origine c'était pas le bon et je vais le modifier et c'est ok. Alors que moi, j'ai eu des boîtes à moi où c'est et d'ailleurs, c'était des causes d'échecs parfois, où je sais maintenant à posteriori que j'aurais dû changer ma vision initiale des choses et je l'ai pas fait parce que j'étais trop attaché à mon produit, à ma boîte, à ma vision de départ. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que tu peux t'en détacher un peu plus facilement. Tu as moins d'émotionnel, un petit peu moins d'émotionnel. Donc ça, c'est assez intéressant.
je trouve. Je le vois un peu différent. Ce qui est assez intéressant aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est cette impression de ce que tu amènes, tu vois, de ton impact, que moi, je trouvais pas quand j'étais fondateur. En fait, pour moi, c'est normal, quoi. C'est ta boîte, et puis voilà, quoi. Ouais. T'es celui qui en fait le plus, et puis c'est comme ça, c'est logique. Et puis quand ça marche pas, c'est aussi de ta faute, et voilà. Là, tu arrives à te dire, bah ok, il y avait une boîte qui fonctionnait quand même 7 ans, j'étais pas là. Et maintenant, je suis là et je peux voir la différence et je peux voir mon impact. Ça, c'est un sentiment assez sympa quand même que t'as pas du tout, moi, je trouve, en cofondateur. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont différentes et qui sont intéressantes. Et ton rapport à la prise de risque, qui est quand même l'un des grands prismes comme de l'entrepreneuriat, qui est quand même qui se caractérise par son rapport au risque qui est différent, j'allais dire du commun des mortels, j'allais dire des moldus, enfin des gens qui sont pas entrepreneurs, quoi. Comment là, quand justement on est CEO d'une boîte dont on n'est pas le cofondateur, dont on n'est pas même majoritaire en termes de parts ou quoi, c'est quoi son rapport au risque, du coup, et à la prise de risque? Bah alors, ouais, il y a deux choses, je dirais. Un, t'es obligé de le gérer comme si c'était ta boîte. C'est obligé et comme si c'était ton argent et sinon tu prends pas les bonnes décisions. Donc vraiment, je la gère comme si j'avais 100% des parts et que c'était mon argent, même si c'est pas le cas. Et après, je trouve aussi que passer certains niveaux, tu vois, de croissance, quand tu as un board un peu structuré, pas mal d'investisseurs, etc., et que la boîte grossit, en fait, ça devient collégial quand même. Ouais. Ce rapport au risque et de ce que tu veux en faire et de là où tu veux aller, bah, t'es vraiment plus tout seul à le Tu le portes pas tout seul sur tes épaules, quoi. C'est ça. Donc, t'as à la fois une équipe dirigeante chez YouSign, donc c'est notre Comex, et aussi un board où en fait on décide de ça ensemble. Et ça, c'est un truc aussi, une différence que je mentionne souvent entre CEO, cofondateur et pas cofondateur, c'est qu'à partir du moment en fait, tant qu'il y a des cofondateurs dans une boîte, il y a toujours 2 niveaux de décision. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et il y aura toujours un dernier cercle qui est les fondateurs. Et voilà, même quand il y a des investisseurs. Et souvent, c'est inscrit dans des pactes. Et moi, je l'ai vécu, quoi. Et donc, tu vas discuter de plein de choses. Puis à la fin, il y aura quand même une décision qui vient des fondateurs, quasiment uniquement. Et là, on rejoint ce que tu dis. Bah, du coup, tu portes un rapport au risque. C'est toi qui, à un moment donné, va dire voilà. Et quand il n'y a plus ça, ça ne peut plus exister. Ça doit être collégial par définition. Ça doit se faire avec les autres actionnaires. Ça doit se faire avec les autres membres de la leadership team. Parce que s'ils ne sont pas OK avec le plan, ça va quand même être un problème pour l'exécuter. Enfin, donc, tu es obligé de gérer, moi, aujourd'hui, de façon beaucoup plus collégiale et en équipe que quand j'étais fondateur de Et comment toi, du coup, t'es incentivé à faire grossir YouSign parce qu'encore une fois, un entrepreneur, un cofondateur qui a des parts dans la boîte, bah en fait là, il y a même pas besoin. Le rapport mathématique, il est simple. En fait, tu veux faire gonfler ton actif. Toi, c'est quoi ton incentive là-dessus? Moi, ce que j'ai dit au board du coup quand je suis arrivé, c'est que ça me motivait, mais que ça pourrait pas être des conditions juste de salarié, parce que j'ai jamais été câblé comme ça et que donc fallait que j'ai un incentive assez fort au succès de la boîte. Donc au début, première étape, ça a été des BSPCE classiques, hein, comme un peu tout le monde, mais à des niveaux un peu plus élevés qu'un salarié classique. Et ensuite, on a travaillé sur des mécanismes d'incentive à la création de valeur. Donc, soit en cas de sortie, soit d'exit, de revente, soit en cas de mouvement de capital important. Donc, par exemple, si tu as ce qu'on appelle du secondaire, s'il y a une partie importante de l'entreprise qui est rachetée par quelqu'un d'autre, 15-20%, même si ce n'est pas un rachat global, mais quelque chose qui peut marquer vraiment la prise de valeur de la boîte, ben, j'ai un incentive là-dessus qui est assez fort. Donc en fait, ça revient, je ne l'ai pas en capital, mais ça revient au même si on crée de la valeur, quoi. Ok, donc ça je le comprends bien. Toi, dans ta tête, parce que c'est vrai que c'est la question même qu'on pourrait poser en fait à bon nombre de salariés, mais c'est vrai que quand on prend une tâche comme ça, bon bah c'est pas une tâche qu'on va faire 1 an ou 2. C'est quand même que ils ont dû s'assurer eux, et toi tu t'en es assuré aussi toi-même, c'est que tu as une vision, je suppose, quand même assez long terme chez YouSign. Ouais. Comment, jusqu'où tu arrives à te projeter?
Bah, t'es obligé en tout cas, quand tu reprends au moment où je dis, OK, je passe CEO, t'es obligé de te dire, j'ai un horizon au moins à 5 ans avec cette entreprise, sinon c'est pas sérieux, ouais. Ouais, non, Et tu prends le job pour rien. Donc, 5 ans, c'est quand même minimum pour dire, OK, je vais l'amener vraiment à l'étape d'après et je vais vraiment créer de la valeur entre les deux, quoi. Aujourd'hui, c'est, je sais pas si on a parlé trop de chiffres, je sais pas si tu peux en dire. On se situe sur quel type d'ARR aujourd'hui chez Usain, et c'est quoi un peu les objectifs? On est au-dessus de 25 millions maintenant, donc on donne pas le chiffre précis, mais on est au-dessus de 25 millions. On est 200 personnes à peu près, et on fait encore un bon 35% de croissance tous les ans. Ouais. Donc à ces tailles-là, c'est un bon rythme, quoi. C'est quand même un bon rythme. On exécute bien sur un marché qui est quand même encore qui est mature. Donc voilà, et c'est assez intéressant parce tu peux avoir plusieurs configurations de boîtes. Nous, c'est pas en gros, c'est pas un marché sur lequel tu peux faire de la grosse innovation. Enfin, tu vois, on a oublié l'idée qu'un jour on pourrait sortir un truc que personne n'a fait, auquel personne n'a pensé. Ça arrivera pas. Il y a d'autres marchés où c'est comme ça. Tu vois, on fait pas de l'AI en ce moment, Ouais. par exemple. C'est par contre un marché sur lequel tu dois exécuter de façon super précise et efficace. Et bon, pour l'instant, on y arrive bien, quoi. Donc, il faut que ton produit, c'est sûr, soit au niveau des concurrents et puis puisse parfois se différencier avec, c'est souvent des combos de features, de business model, de pricing qui fait que tu es un peu différent. Mais c'est surtout, il faut que tu saches exécuter super bien, quoi. Voilà. Donc, je sais même plus ce qu'on se disait du coup, mais Non, je te parlais voilà, des chiffres, des chiffres, un peu des objectifs, quoi. Donc ouais, voilà, on grandit bien, on est dans ces eaux d'ARR, et donc bah ouais, l'enjeu maintenant à ces tailles-là, c'est de réussir à continuer à grandir à ces rythmes-là, malgré la taille, avec des relais de croissance qui sont souvent soit des nouveaux pays, donc nous on a Allemagne et Italie, soit des nouveaux produits qu'on a aussi. Donc c'est des nouveaux niveaux de signature, c'est des bouts de produits autour de la gestion de tes documents et pas forcément de la signature. Voilà, on a un portefeuille maintenant un peu plus large, et voilà. Ok, bah écoute, trop bien. De toute façon, on commence à arriver vers la fin du coup de cet épisode. Une question que je pose à chaque invité. Si tu devais me mettre en relation avec un ou une entrepreneur ou autre, on va dire, qui pourrait prendre ta place demain dans ce fauteuil, tu me mettrais en relation avec qui pourrait inspirer les auditrices et les auditeurs de ce podcast? Ouais, alors assez facile, quelqu'un d'assez proche de moi maintenant. On a au board quelqu'un qui s'appelle Stéphane Dietrich. C'est un peu la génération d'avant d'entrepreneurs, mais alors il est connu, très connu des experts, mais un peu moins du large public. Pour le coup, c'est un des entrepreneurs du SaaS français qui a eu le plus de succès. Il a créé une boîte qui s'appelle Neolan, qui a été rachetée plusieurs centaines de millions par Adobe il y a quelques années, qu'il a ensuite développé jusqu'à plusieurs centaines de millions d'ARR. Et c'est quelqu'un de brillant qui a une expérience incroyable du SaaS. On en a peu en France comme ça. Tu peux avoir un Thibaut Elzière aussi que tu as reçu déjà, mais Stéphane il est un peu moins connu du grand public, on va dire, en France, mais il est lourd, mais il est excellent. Ouais. Okay. Donc je te conseille une conversation avec lui. Franchement, ouais. Si tu peux me faire une petite intro par mail, je suis très chaud. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Alban. J'ai adoré cet échange. C'était hyper intéressant de voir aussi ton point de vue, d'avoir ce prisme en fait d'un CEO d'une belle scale-up française qui n'en est pas le cofondateur. Donc c'était intéressant de rentrer dans le détail là-dessus. Bah merci pour ta transparence, tu vois. T'as respecté les valeurs de Usain. J'espère que t'as passé également un bon moment. Un super moment. Merci pour la conversation. Ouais. Bah écoute, merci encore. Je vais faire un peu les petites mentions légales de fin d'épisode classique. Si vous écoutez sur YouTube, un petit like, abonnez-vous, comme ça au moins vous ne louperez pas les autres épisodes. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Nous, ça nous aide vachement à exister un peu dans cette jungle qui est le podcast. Et sur ce, je vais vous dire à tous à bientôt. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à bientôt dans La Chapelle Radio. Merci Hugo, encore à bientôt. Allez, à bientôt.